Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 3 octobre. Au menu aujourd'hui, on vous propose du McDonald's. Voici le futur visage du McDonald's à Gland. Le restaurant et le drive-in ouvriront en mai, début prochain, des travaux en novembre. Ensuite, en sport, on donne la parole au Nyon Basket féminin qui sera en plateau avec nous. On parle du début de la compétition pour elles. Elles sont de retour sur le terrain. Ça aura lieu dès samedi avec la finale de la Super Coupe face à leur grande rivale de Fribourg. Enfin, en culture, on monte sur scène avec les Entractés. Ils présentent Ça sent le sapin, une pièce à voir notamment à Saint-Cergue les 7 et 8 octobre à la salle du Vallon du côté de Saint-Cergue. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis en forêt, tu vois du bois derrière moi, je suis précisément entre Benien et Burtigny à la rencontre de Proxipel. Tu te souviens, c'est cette start-up basée à Levaux, eh bien, qui a reçu le prix de l'innovation de la région de Nyon cette année et puis qui a enfin reçu cette machine, regarde, je te la montre, cette machine derrière moi, eh bien, qui fabrique du pellet. Tu sais, les pellets, c'est ces petits résidus de bois qui permettront peut-être eh bien, de chauffer des chaudières, les particuliers et puis les entreprises. Peut-être ça pourrait être un rempart justement à la crise énergétique. Bref, on va parler de tout ça et on va voir comment ce bébé marche avec le directeur de Proxipel. À tout à l'heure. Ah, c'est un grand secret, ça, les bébés. Mais surtout, c'était l'entreprise qui avait notamment reçu le prix de région de Nyon. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Nos invités du jour, Karine Mora, présidente du Nyon Basket féminin. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Myriam Guinet et Marc Brunix. Vous êtes tous deux comédiens pour Les Entractés. Et enfin, Thibault Lafaute-Collonge, je vous en prie. Bonjour, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes propriétaire des franchises de McDonald's à Nyon et à Gland. Et oui, McDonald's ouvrira à Gland, début des travaux en novembre. C'est parti pour les travaux. Le restaurant et le drive-in prévus dans le bâtiment du bowling le long de l'avenue du Mont-Blanc ouvriront donc en mai, après plusieurs années de combats contre de virulentes oppositions et de tentatives avortées de s'installer à Gland en 2002 et 2015. Le géant du burger américain peut enfin ouvrir ses portes. Thibault Lafaute-Collonge, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel effet ça fait de gagner cette guerre? Alors je ne dirais pas gagner la guerre, je dirais que les choses se sont faites démocratiquement, dans le respect des règles, et que finalement nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir en mai, dans le sens où nous avons quand même ressenti une forte demande à Gland, qui est une ville en pleine expansion. Voilà. Et puis nous pensons vraiment arriver à un endroit de la ville de Gland qui va permettre d'être dans le compromis et de ne gêner personne, tout en satisfaisant, en donnant des petits moments de plaisir à nos hôtes. Voilà. Alors tout de même, c'était de véritables oppositions assez virulentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vaincre l'ennemi en combattant, c'est réellement une victoire? Alors, je ne dirais pas qu'on a combattu, on a fait de manière laborieuse notre travail d'ambassadeur de la marque et que finalement, nous avons pris le temps nécessaire, ça a pris plus de 2 ans. Et puis pour relativiser par rapport à ce que vous disiez sur les oppositions, il y en a eu très peu, hein. On parle de 18 oppositions, ce qui est très peu en Suisse pour un projet comme celui-ci, et on n'a eu aucun recours. Tout de même plus de 500 signatures qui étaient aujourd'hui contre l'ouverture du McDonald's à Gland. Et plus de 600 pour. Ouais, donc vous voyez, finalement, c'est très équilibré. Encore une fois, liberté d'installation en Suisse. Et les gens vont pouvoir... Je pense que ce projet va permettre d'embellir la ville. Vous verrez les croquis qui sont intéressants. Et puis, ça va surtout... les gens pourront venir essayer et voir si ça leur convient, et sans quoi ils sont libres de ne pas venir. Comment est-ce que vous allez gérer aujourd'hui ce rapport avec les voisinages et les gens qui ne veulent pas de cette arrivée du McDonald's à Gland? Alors, je pense qu'au niveau voisinage, on est justement dans une zone commerciale qui ne pose aucun souci. C'est pour ça d'ailleurs que les oppositions ont été levées et c'est pour ça que les recours n'ont pas eu lieu. Tout d'abord, par ailleurs, on a une très bonne entente d'ores et déjà, sans même avoir ouvert, que ce soit avec Cyclissimo, que ce soit avec le bowling, que ce soit avec la salle de sport, avec Totem, et donc USB Sport encore. Donc finalement, tous sont contents parce qu'on est dans une zone commerciale où finalement l'arrivée d'un McDo va générer un flux plus important pour tout le monde. Je vous taquine, mais ceux qui ne sont pas contents, encore une fois, vous allez faire quoi? Vous allez leur offrir des burgers? Ah bah écoutez, déjà ils seront ceux qui ne soutiennent pas ou n'ont pas suivi le projet sont les bienvenus. On les invite et je les invite même à un débat en tête-à-tête ou un café au McCafé de notre McDonald's et on pourra débattre des grandes questions de société, que ce soit du recyclage ou autre, puisque je pense que McDo est très en avance sur beaucoup de points et on ne demande qu'à partager. Donc aucun problème, ils sont les bienvenus.
Thibault Lafaute-Collonges, alors on va voir ces images et ce visage du futur McDonald's. Alors pour rappel, le projet c'est un restaurant de 220 places intérieures et 70 places extérieures. On l'a dit, il y a toutes ces oppositions qui ont aujourd'hui été levées. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui quelque chose peut encore empêcher l'ouverture de ce McDonald's ? Alors non, il n'y a plus de recours, les permis sont entrés en force, donc cela veut dire que le McDonald's va bien voir le jour et les travaux vont débuter d'ici quelques semaines. Ouais, alors pour qu'on puisse comprendre justement ces travaux et ce visage, qu'est-ce qui sera mis en place ? Rappelez-nous le projet. Alors écoutez, ce qui va être mis en place, comme vous avez parlé du nombre de places assises, c'est un projet sur 2 étages, avec une salle permettant d'accueillir tous ces hôtes. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'on aura 2 salles anniversaires, on aura une aire de jeu intérieure, une aire de jeu extérieure pour les enfants. On va aussi mettre en place une 50aine de places pour les vélos, qui seront aussi prévues pour les vélos électriques, pour la mobilité douce. Il y aura GoFast, notre partenaire en Suisse, qui va installer 4 places de recharge électrique, rechargement rapide de véhicules électriques qui sont déjà installés à Nyon. Donc voilà, donc tout est déjà réfléchi au niveau environnemental, au niveau économie d'énergie aussi. Il y aura une ferme solaire sur le toit. Donc voilà, donc on utilise ce nouveau projet pour mettre en place tout ce qui se fait de mieux chez McDo aujourd'hui. Et j'ai vu que vous étiez déjà à la recherche de futurs collaborateurs. Vous recherchez une 60aine de places. Quels sont les profils que vous recherchez ? Je sais que vous accordez une grande importance notamment au local, aux gens qui sont de la région. Oui. À Nyon, c'était notamment du 50-50, des gens qui viennent d'ici mais aussi de l'extérieur. Qui seront ces profils recherchés ? Alors, on va recruter on a besoin d'une équipe de 60 personnes. Donc, bien évidemment, on va proposer à nos employés qui travaillent à Nyon et qui habitent près de Gland de venir rejoindre ce nouveau restaurant. On a aussi besoin d'avoir du savoir, du transfert de compétences. Mais, de toute façon, ça veut dire 60 postes ouverts. On a besoin d'une dizaine de managers qui encadrent en fait les équipiers. On a besoin ensuite d'une équipe polyvalente. On recrute très volontiers les étudiants aussi, qui ont des emplois du temps qu'on est capable de leur adapter à la carte par rapport à leur programme d'études. Et puis, on veut effectivement des gens qui habitent à moins de 20 minutes des restaurants parce qu'on considère que c'est pour leur qualité de vie. Ouais, ça, c'est un critère, les 20 minutes, c'est obligatoire ? C'est un critère, et puis non, c'est pas obligatoire, mais c'est une équité entre eux. Ils sont libres de toute façon d'habiter où ils veulent, mais ça veut dire quoi, pardonnez-moi, que McDonald's demande lors de sa séance de recrutement d'avoir ce critère-là ? Comment est-ce que vous vérifiez que les gens sont à 20 minutes ? Alors on ne peut pas le vérifier légalement, mais en tout cas, on le fait pour leur bien-être. C'est-à-dire que par expérience, on sait que quelqu'un qui habite à 20-30 minutes aura une vie plus agréable que s'il doit faire 1 heure de trajet dans les embouteillages. Très bien. On avait entendu de la part de la bouche du municipal en charge notamment de l'économie qu'une ville sans McDo n'est pas une ville. Est-ce qu'une ville avec un McDo peut réellement être une ville en bonne santé ? Alors écoutez, je pense que le municipal d'Avoine a en effet pris un risque politique en allant sur le terrain de McDo. Maintenant, je pense qu'il est parfaitement dans son rôle, dans le sens où toutes les règlements municipaux, les lois ont été respectées. Donc finalement, il n'a fait que soutenir le projet d'une entreprise privée qui a émis le souhait de s'installer à Gland en venant créer de l'emploi et en essayant de faire les choses le mieux possible. Donc de ce point de vue-là, le fait de dire qu'une ville sans McDo n'est pas une ville, je dirais que ce n'est pas de mon ressort. Mais je peux vous assurer que si nous venons, c'est qu'il y a une demande et qu'il y a des gens qui veulent venir, encore une fois, avoir ces petits moments de bonheur en famille chez nous. Mais là n'était pas ma question, pardonnez-moi Thibault de Lafaute-Collonges, je vous la repose. Ouais. Est-ce qu'une ville avec un McDo peut réellement être en bonne santé ? Alors, je pense que je vais vous répondre très pragmatiquement. À Nyon, nous avons des partenariats sportifs avec 90% des clubs de sport. Donc, nous pensons et nous souhaitons faire la même chose à Gland. Nous allons proposer notre aide et notre soutien à tous les clubs de sport. Donc, comme on le sait, on peut se permettre de manger ce que l'on souhaite dès lors qu'on bouge. Donc, je vous répondrai oui. Je vais juste faire un petit test. Karine Moura, présidente du Nyon Basket Féminin qui est en coulisses. Karine, oui, avec le pouce levé, non, le pouce baissé. Est-ce que vous faites manger du McDo à vous sportives ? Actuellement, non. Non. Vous répondez quoi, Thibault ? Alors, je réponds qu'on a eu un échange très intéressant en coulisses et qu'on en parlera tous les deux, mais que nous avons par exemple un partenariat très fort avec le BBC Nyon et que leurs athlètes se permettent un petit McDonald's après chaque victoire. Ouais, moi, la réponse m'intéresse là. Concrètement, est-ce qu'il est réellement possible de faire manger du McDonald's aux athlètes ? Est-ce que réellement, c'est un grand débat, mais qu'est-ce qu'on répond à ça ? Écoutez, encore une fois, ça pose aucun souci. La question, c'est la question de la fréquence. C'est-à-dire, à vous d'équilibrer ce que vous décidez
de manger. Et je pense que McDonald's a des ingrédients qui proviennent à 86% de la Suisse, qui viennent des meilleures productions possibles, que ce soit pour le bœuf, pour le poulet ou autre. Et donc dès lors, la question n'est pas sur le contenu de ce que nous offrons à nos hôtes, mais plutôt sur la fréquence et la variété de ce que vous mangez, tout en parlant bien sûr d'activité physique. Thibault Lafaude-Collonges, lorsque vous étiez venu sur ce plateau la première fois, vous nous aviez avoué avoir une implication au niveau local, vous l'avez dit, avec les clubs sportifs, les clubs aussi notamment en termes de culture. Quelle sera l'implication du McDonald's vis-à-vis des Glandois et de cette ville ? Mais écoutez, l'implication, elle est très forte. Il y a déjà un accord qui a été passé avec la municipalité quant à l'ajout de poubelles dans le périmètre, dans un certain périmètre autour du restaurant. Nous mettons en place des tournées de ramassage, mais ça, c'est quelque chose que nous faisons dans la Suisse entière. Nous avons une journée par an de clean-up day où, avec tous les équipiers de manière volontaire, nous allons ramasser les poubelles. Il y a aussi une contribution forte au niveau de l'association économique de Gland Région, où je m'implique personnellement et nous sommes déjà membres. Et puis, nous donnons des opportunités, que ce soit pour la JOM en novembre, d'accueillir de jeunes enfants, tout comme par exemple le passeport vacances pour Gland, auquel nous participons déjà depuis plus de 4 ans. Enfin, en tant qu'entrepreneur, c'est 2 McDonald's d'Agnon, à présent celui-ci à Gland. Lorsque vous étiez venu, vous aviez également évoqué Vic. Est-ce que c'est le prochain défi ? Alors non, pas du tout. Finalement, il y avait une opportunité, que ce soit à Gland ou à Vic. D'ailleurs, je remercie la municipalité de Vic qui nous avait aussi accueillis en étant favorable à une implantation. Voilà, ça s'est fait ici parce qu'on pensait que le partenariat avec le bowling de Gland était une bonne chose et permettait un pôle d'attractivité. Ça permet de jouer, finalement de jumeler l'utile à l'agréable, du sport, du bowling et puis un McDo derrière. Mais aujourd'hui, dans notre district, le district de Nyon, est-ce qu'il y a d'autres villes qui vous tentent chez nous ? Alors écoutez, pour l'instant, je pense qu'on va se laisser le temps de voir, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une très forte croissance sur Nyon et que le restaurant arrive à saturation et que la demande d'un certain nombre d'habitants des villages environnants de Gland et de Gland même nous demandait finalement cette ouverture. On va s'intéresser au calendrier. On l'a dit, ouverture en mai, début des travaux en novembre. Quelles seront les différentes étapes ? Alors écoutez, il y a tout d'abord un projet d'élargissement routier qui est requis et qui avait été demandé par le canton notamment. Tout à fait, et validé par la municipalité avec 59 voix sur 65, qui va avoir lieu dès le mois de novembre, avant Noël. Et puis, comme vous le savez, avec le Covid et les délais logistiques, tout met un certain temps. Donc nous sommes larges en prévoyant une ouverture en mai. Mais le bâtiment est déjà prêt à nous accueillir. Mais il faut commander les vitrages, il faut commander les groupes de ventilation. Donc il y a beaucoup de travail. C'est assez intéressant, hein. Il paraît que lorsque McDonald's s'installe, ça se fait en à peine quelques semaines, la boîte arrive et tout est prêt à utiliser pratiquement. On branche le courant et c'est parti. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on a des fournisseurs avec qui McDonald's travaille depuis de très nombreuses années, en Suisse romande, en Suisse alémanique, qui connaissent parfaitement nos installations. Et les gens ont du mal à imaginer à quel point c'est complexe et la complexité, que ce soit informatique, humaine, etc., lors de la construction d'un restaurant. On suivra évidemment cette construction et cette installation. Thibault Lafaude-Collonges, propriétaire des franchises de McDonald's à Nyon et Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À bientôt. Alexandre, on retourne à toi. Dis-nous tout sur ce Proxibel et cette entreprise qui avait donc reçu le prix Région de Nyon. Oui, je suis avec son directeur Richard Pfister. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, vous avez reçu ce prototype, cette machine, c'est ça que vous développez, qui fabrique des pellets. Alors, j'aimerais comprendre, qu'est-ce que c'est les pellets et qu'est-ce que c'est cette machine? Bonne question. Oui. Donc, le pellet, c'est vraiment une source d'énergie pour produire de la chaleur, principalement. Ouais. On peut produire aussi de l'électricité avec, mais c'est surtout la chaleur. D'accord. C'est des résidus de bois, c'est des petits bouts de bois, c'est ça? En général, c'est du bois qui est compressé, broyé, séché, compressé, en petits morceaux cylindriques de cette taille-là environ. Bon, on en verra tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et donc, avec du bois, comme on voit derrière, mais alors, qui est du bois, des résidus, c'est ça? Oui, on est capable de transformer en pellet de très nombreux types de résidus de biomasse. D'accord. Résidus forestiers, résidus agricoles, résidus de collectivité, par exemple. Puis là, il y a quelques exemples. Devant, on a du bois qui a déjà un peu travaillé, mais on peut tout à fait le transformer. On va se rapprocher d'ailleurs. Et puis derrière, c'est vraiment des résidus qui sont pas ou peu valorisés aujourd'hui. Et c'est ça qui nous intéresse, faire de l'énergie renouvelable avec des choses qui sont pas utilisées. D'accord. Et alors, cette machine, justement, qu'est-ce qu'elle apporte d'innovant, j'ai envie de dire, pour la fabrication de pellets? Parce que j'ai l'impression, quand je la vois comme ça a l'air d'être une usine mobile. C'est exactement ça. Oui. Ouais. La première innovation, c'est la mobilité. Deuxième innovation, c'est cette capacité à transformer en pellet plein de types de biomasse, parce qu'on va rajouter des additifs naturels uniquement dedans pour arriver à deux types de qualité de pellet. Soit
pelé particulier ou bien le pelé pour les grosses installations, pour simplifier. Et D'accord. troisième chose, innovation vraiment importante, on a développé un séchoir qui est beaucoup plus petit que les autres séchoirs existants. Ah. Et c'est la pièce maîtresse de cette machine. Comme ça, le bois n'est pas humide, il est directement séché, et puis les pelets sont directement utilisables quand ils sortent. Exactement. Alors, Andrea, je fais le suspense, parce qu'on va comprendre comment ça marche, et puis on va la faire marcher après. Mais pour l'instant, on discute avec vous, Richard, et notamment de savoir cette machine. Elle se destine à qui, en fait? Qui sont vos futurs consommateurs, utilisateurs? Très bonne question de nouveau, parce que merci. on a deux business models. D'accord. On va vendre cette machine auprès de ceux qui veulent investir dans une telle machine, présente quand même un coût assez important, mais aussi vendre un service auprès de ceux qui ne veulent pas investir dans cette machine, mais produire du pellet. D'accord, donc de pouvoir amener cette machine directement aux gens, mais alors à qui en fait? Alors, les collectivités, par exemple, sont très friandes de ce genre de choses. Les agriculteurs, les forestiers, principalement. Après, il y a d'autres marchés qui peuvent s'ouvrir à nous, mais c'est principalement ça. D'accord, très bien. Et donc, on peut acquérir justement une machine ou bien la louer, si je vous entends bien. Alors, parlons crise énergétique. Forcément, on se pose la question. Aujourd'hui, le pellet, vous parlez du pellet pour se chauffer. Est-ce que c'est finalement une solution à notre crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui? Certainement, c'est une des solutions. Il faut toujours plusieurs solutions pour résoudre une crise, notamment énergétique, comme la pompe à chaleur, comme les plaquettes forestières, comme les panneaux solaires, bien évidemment. Mais ça, c'en est une. Aujourd'hui, la part de marché entre 5 et 10% en Suisse environ, mais elle grandit très très fortement. Mais alors, on parlait de pénurie de pellet en Suisse, et puis de problèmes justement d'approvisionnement en bois. Qu'en est-il? C'est bien le cas. On l'a connu l'année passée. C'était aussi une source de motivation pour nous. Cette année, c'est encore pire parce qu'il y a déjà de la pénurie. Il y a plein de gens qui nous appellent, nous, alors qu'on ne produit pas du pellet directement. Nous, on produit ces machines pour se fournir en pellet. Donc, il y a des gens qui vous confondent et qui disent vous pouvez me donner du pellet, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. D'accord. Pendant qu'on parlait juste avant, là, j'ai eu 2 appels rien que pour ça. D'accord. Et vous devez spécifier. Non, nous, c'est la machine, c'est la fabrication. En tout cas, pour l'instant, parce qu'on va faire aussi des services pour aider à la commercialisation pour ceux qui achètent nos machines. Mais on en parlera une autre fois. Oui, je vais formuler ma question différemment. Est-ce que la crise énergétique vous est profitable? Très clairement, oui. Oui. On s'attendait à ce que... C'est étonnant à entendre ça quand même. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde fait grise mine avec cette crise énergétique. Proxipel, lui, se réjouit. Dans un sens, oui, parce que ça va aussi modifier les habitudes des personnages, des consommateurs. Donc ça, c'est très important parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on allait vraiment face à un mur. Aujourd'hui, les gens s'en rendent un peu plus compte. J'espère que ça va durer par la suite. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça que j'en suis heureux dans un sens. Dans un sens, pardon. Et dans un autre, oui, commercialement, pour nous, ça montre l'intérêt d'une telle technologie, c'est certain. D'accord. Et alors, est-ce qu'on a assez de bois pour produire des pellets en Suisse et notamment ici sur la côte? Non, on importait l'année passée entre 30 et 40% de pellets déjà pour la consommation. Je suis sûr que cette année, ça sera 50%, voire plus. Donc nous, c'est ça qu'on vise. C'est pas du tout la production locale, elle est très importante. Mais avec nos machines mobiles, on espère pouvoir renier un peu de cette part d'importation. Donc ne pas être que dans un marché ici, régional dans la côte, mais être un marché suisse? Au final, nous, ce qu'on aimerait, c'est un marché européen. Carrément européen. Mais on commence entre la Suisse et la France. C'est les 2 marchés historiques qu'on connaît bien. D'accord. Mais au bout d'un moment, oui, on ira voir plus loin. Mais à chaque fois, ça sera local. Donc, quand une machine tourne, elle doit produire du pellet localement qui sera consommé localement. Le but, c'est pas de l'exporter, je ne sais où. Mais alors, je vais vous poser une question innocente. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déforestation, justement, avec la fabrication de pellet à outrance? L'État est assez attentif vis-à-vis de ça. Donc, ils font attention à ce qu'il n'y ait pas une déforestation. Puis en Suisse, surtout, on a une gestion très durable des forêts. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et nous, on vient s'ajouter, mais non pas au bois qu'on va couper pour faire du pellet. On va prendre les résidus qui sont là de toute manière. Voilà. D'accord. Donc, les résidus qu'on voit derrière, justement, Andrea, je te propose de revenir avec toi en plateau. Et puis après, justement, alors c'est pas moi qui vais piloter la machine, parce que je sais pas faire, mais ce sont les employés justement de Richard et de Proxipel qui vont prendre ces résidus, les mettre dans la machine et en faire ressortir des pellets. Et tu vas voir ça tout à l'heure. Ouais, vaut mieux pour tout le monde, Alexandre, que tu ne mettes pas la main à la pâte. À tout à l'heure. On ouvre à présent une page de sport avec vous, Karine Morabon. Venez seulement nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes la présidente d'Union Basket Féminin. Et oui, les vice-championnes suisses de basket sont de retour après une pause bien méritée. Les Nyonnaises reprennent la compétition dès samedi avec la finale de la Supercoupe face à leur grande rivale de Fribourg. Ça y est, la saison reprend ce samedi 9 octobre pour l'Union Basket Féminin. Un match face à Fribourg, une sacrée affiche et un sacré défi pour commencer, Karine.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, on commence la saison samedi, la saison officielle, avec directement dans le vif d'un sujet. On retrouve Fribourg qu'on avait quitté donc, en finale de play-off au mois de mai. Donc très bonne entame avec une nouvelle équipe, parce qu'effectivement on a 4 nouvelles joueuses à intégrer. Mais ça sera un très bon point pour débuter la saison. Ouais, on va parler de cette équipe d'ici quelques instants, mais comment se sentent les filles justement à l'arrivée de ce match? Alors bien, ça fait donc maintenant plus d'un mois qu'on a repris les entraînements et ça se passe bien. L'équipe apprend à se connaître, il y a aussi une nouvelle alchimie à recréer. Mais elles sont prêtes. On a joué à un tournoi amical donc le week-end qui vient de passer. On a gagné. Alors c'était un tournoi amical, mais donc c'est toujours bien. On a fait deux beaux matchs de préparation, donc une bonne énergie. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, on a toujours le coach Hakim Salem pour la 2e année consécutive, Caroline Turin comme coach assistante et une équipe de joueuses presque inchangée, moi j'avais envie de dire, si ce n'est les étrangères Malice Ali et Cécé Hooks. Quels sont les autres changements? Oui, alors effectivement, donc les 2 pros qui ont changé, mais on a quand même deux joueuses qui ont arrêté, donc 2 joueuses nyonnaises qui sont Pauline Bonacorsi et Caroline Sider, qui ont pris, on va dire, leur retraite sportive pour la Liga. Et on a deux jeunes joueuses internationales, deux jeunes joueuses de Genève qui nous ont rejoints. Et donc des jeunes qu'on continue d'intégrer dans le projet. Ouais, alors c'est vrai qu'on a aussi appris le départ de l'Égyptienne Tamara Ibrahim, un point fort pour l'équipe. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez justement la remplacer, cette étrangère, et par une étrangère? Non, alors c'est pas prévu. C'est vrai que Tamara nous avait rejoint donc en cours de saison l'année passée. L'idée, c'était qu'elle intègre l'effectif cette année. Malheureusement, donc elle devait combiner les études et puis le sport. Ça s'est pas fait, mais non. Alors on va pas la remplacer. En tout cas, on va débuter la saison comme ça, et on verra les ajustements qu'il y a à faire en cours de saison. Alors c'est vrai que ça fait quelques changements, du travail aussi durant l'été. Comment s'est fait cette préparation? Alors oui, beaucoup de travail, effectivement, surtout que la saison avait été longue. Hein. On a quand même été au bout de ces playoffs qui étaient fantastiques, donc très peu de repos. Mais ça s'est bien passé, donc on a constitué l'équipe. Il y a aussi, il ne faut pas oublier tout le mouvement jeunesse. On parle beaucoup de la Liga, mais il y a aussi toute la préparation du mouvement jeunesse, avec donc 7 équipes jeunesse. Et puis, il y a un chouette comité qui travaille, donc on engage des coachs, on prépare les entraînements, donc oui, beaucoup de travail. Et vous, Karine Moura, parce que voilà, c'est une première en tant que présidente, du changement, du travail, ça fait du bien, mais comment vous vivez tout ça finalement? Alors bien, oui, alors du changement, parce que j'ai un nouveau rôle, alors on va dire que c'est le rôle, hein, maintenant ça fait donc quand même 7 ans que je suis quand même dans le comité. Alors oui, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis en même temps rien, beaucoup dans le sens qu'effectivement c'est une autre pression quand même qui est là. Mais moi, je vis bien, je suis très bien entourée avec un super comité et donc tout va bien. Quels sont les gros objectifs pour cette saison pour l'équipe? Alors, au niveau des objectifs, on va dire qu'il y a 4 finales à aller chercher, donc ça serait de jouer les 4. On en joue déjà une samedi, donc voilà. Et puis évidemment, sur les 4 finales jouées, ramener un titre à la maison. Ouais, un titre lequel? Parce que vice-championne suisse, on l'a dit, mais la prochaine fois, c'est le titre de championne, Karine Moura. Alors évidemment qu'on travaille pour ça, on travaille tous pour ça, on a très envie. Après voilà, un titre avec une coupe, il y a une coupe de la Ligue aussi à aller chercher, une coupe suisse. Oui, un titre de championne suisse avec le championnat. Un des 4 sera merveilleux, voilà. Ouais. Avec un premier titre en jeu qui est donc le titre de samedi avec la Supercoupe. Et on se réjouit donc de suivre cette saison à vos côtés. Karine Moura, présidente d'Union Basket Féminin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci beaucoup Andrea, merci. Alexandre, on est de retour à toi. Alors dis-nous tout, comment fonctionne cette machine? Alors ça y est, là justement, on a lancé, enfin pas moi, hein, tu vois, Richard, avec ses employés. Alors, comment s'appelle monsieur qui est sur la grue? Emmanuel. Alors Emmanuel, merci Emmanuel, voilà, qui a mis en route la machine. Il dit qu'il n'entend rien parce que effectivement, peut-être que tu entends rien, ça fait un petit peu de bruit cette machine qu'on a dû mettre en route avant. Alors, je vais tourner la caméra et comme ça, tu vas avoir les explications de Richard. Voilà, si j'y arrive, bien entendu. Voilà, alors Richard, expliquez-nous là, ça se passe. Comment ça se passe avec la... Alors, ça, c'est l'entrée de la machine. On prend la biomasse avec un grappin, on l'introduit dans le broyeur, que vous voyez là. Ensuite, de ce broyeur, on passe ici. C'est une famille.
D'accord? Une fois que c'est dans le broyeur, ça passe à côté. Qu'est-ce qui se passe pour le bois? Donc le bois est en petits morceaux, au copeaux qu'on voit ici. D'accord? Ensuite, il va être transféré par une grande vis jusqu'à un tapis. C'est un pré-séchage à tapis qui va s'effectuer là. D'accord? On ne le voit pas parce qu'il est caché derrière les portes. Il est isolé, disons. Oui. Ensuite, on rebroie une deuxième fois sous forme de sciure. D'accord? À travers ce broyeur que vous voyez là. Oui. Et ensuite, voilà, on le met en route. Ensuite, la biomasse va être séchée une deuxième fois. C'est vraiment la particularité de cette machine, c'est d'avoir un séchoir extrêmement performant, dans lequel la biomasse va circuler à haute vitesse, haute température, avec des phases de dépression. C'est là-dessus qu'on a déposé un brevet. Et ensuite, elle va être rentrée dans une sorte de trémie, une petite trémie, un réservoir, pour permettre ensuite d'ajouter des additifs. C'est ces additifs qui vont nous permettre d'obtenir une qualité de pellet qui peut être brûlée, d'accord, en fonction de différents types de biomasse qui existent. D'accord, alors là, à ce stade-là, on a de la sciure, là, c'est ça? C'est de la sciure, oui. D'accord, et là, maintenant, la sciure, alors on va se diriger par ici. Et puis la suite, Richard, qu'est-ce que c'est la suite? Alors, après avoir ajouté des additifs, on ajoute de l'humidité s'il faut. C'est important d'avoir un degré d'humidité très précis. Et après, on compresse dans une presse à pellet. D'accord? On peut voir cette machine là-bas. Alors, je vous suis. Voilà. Moi, les employés ici qu'on va rejoindre de cette machine que vous voyez là. Ouais. On voit qu'il y a de l'humidité qui sort. Ouais. Le pellet est compressé et chauffé là-dedans. D'accord? Et après, ensuite, allez-y. On va le refroidir. Parce qu'il sort à 60-70 degrés. Donc, on va le refroidir ici. Je vais vous montrer du pellet, ça vous dit. Ici. Voilà le pellet. C'est le pellet qu'on va. Voilà. Et donc, ce sont ces petits cylindres de bois qui servent à nous chauffer. D'accord. Et donc, magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Richard et merci aux employés de Proxipel. Voilà, lancer la machine. Alors, on va redescendre. C'est vrai que c'est très bruyant, Andrea, et puis assez poussiéreux, effectivement. Mais c'est impressionnant de voir la rapidité à laquelle ce bois arrive à être transformé dans ces pelets. Donc, Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée. Et puis, j'en profite, Andrea, pour te dire que Proxipel organise ici, sur la route de Burtigny, entre Beugnin et Burtigny, eh bien, peut faire des démonstrations comme ça. C'est encore valable toute la journée de mercredi et toute la journée de jeudi sur rendez-vous avec Proxipel sur Internet et nous trouverons tout ça. Voilà. Merci Alexandre, et la marmotte, elle emballe le chocolat. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On ouvre à présent une page de culture avec nos prochains invités. Je vous en prie, Myriam Guinet et Marc Brunix, venez nous rejoindre sur ce plateau. Vous faites partie de la compagnie Les Entractés qui présente, ça sent le sapin, une pièce à voir les 7 et 8 octobre à la salle du Vallon à Saint-Cergue. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de retour sur scène, avant de célébrer les 20 ans, que de réjouissances, mais déjà, ça sent le sapin. Myriam, présentez-nous le speech du spectacle. Alors, le speech, on est dans le cadre d'un EMS. Donc, on a d'abord un prélude qui s'appelle Ça sent le roussi, donc où on présente la famille et puis donc on a les discussions de la famille autour de cette installation de la maman dans l'EMS. Donc, on a les personnalités qui se distinguent dès le départ dans cette discussion au restaurant qui est plutôt intimiste. Et ensuite, on découvre l'installation dans l'EMS de la maman et qui va découvrir aussi ses colocataires. Ouais, Marc, c'est une comédie. C'était quoi le challenge pour cette pièce ? Le challenge pour cette pièce, le challenge principal, justement, c'est de réussir à se vieillir. Parce que les trois comédiens principaux qui sont les résidents de l'EMS, on a Muriel Jelk qui a une 50aine d'années, Myriam Guinet qui en a un peu moins, et moi qui ai aussi une 50aine d'années. On interprète des personnages qui sont censés en avoir entre 70 et 80.
Donc ça, c'était un premier challenge, de réussir à interpréter des personnages plus vieux que ce qu'on est réellement. Donc ça passe par... Est-ce qu'on peut essayer Prochaine question, pourquoi vous faites du théâtre et vous êtes dans la peau du vieux, en un claquement de doigts? Oh bah, pourquoi est-ce que je fais du théâtre? C'est parce qu'on s'amuse beaucoup, hein. Et puis moi, j'aime bien être avec mes colocataires comme ça, parce qu'on prend beaucoup de plaisir, on fait des jeux de société, on danse sur les morceaux d'accordéon de Marcel Fouchard, et ça c'est vraiment très bien. Moi j'aime bien d'avoir Madame la Baronne et d'avoir Mado la plupart du temps... Surtout pour nos petites soirées DVD et puis notre petite tisane d'après, ça c'est vraiment très bien. Soirée DVD, Madame la Baronne, réellement? Oui, absolument. Hein. On parle de DVD régulièrement, mais c'est terrible parce qu'ils dorment toujours pendant les films, Yvon. Donc c'est absolument terrible. Tout ça, c'est à voir les 7 et 8 octobre à la salle du Vallon de Saint-Cergue. On l'a dit, hein, c'est les 20 ans qui se préparent. Donc j'imagine que là, on prépare quelque chose d'encore plus gros pour les années suivantes? Oui, alors on aimerait, ça nous tient à cœur en tout cas, d'essayer de préparer quelque chose voilà, de spécial pour l'année prochaine, notamment pour l'anniversaire des 20 ans. On gagne en expérience en plus parce que là, on a une troupe qui s'est solidifiée, qui s'est consolidée, on a un esprit de troupe qui commence à devenir bien emprunté, bien marqué. Et on a notre caractère à nous. Donc l'année dernière, on avait cette comédie d'enquête policière, ambiance Dallas. Cette année, on a l'EMS. On est vraiment dans la comédie où on a de l'humour, on a un peu de suspense, on a des jeux de mots. Et on a envie de garder cette empreinte et cette personnalité l'année prochaine, de la retraduire pour marquer le coup pour l'occasion de l'anniversaire des 20 ans des Entractés. Ouais, avec de la qualité, évidemment, mais une troupe amateur, comment est-ce qu'elle fait justement pour s'améliorer, Marc? Alors, pour s'améliorer, d'une part, il y a simplement le fait de jouer chaque année de nouveaux personnages et donc d'acquérir forcément plus d'expérience, plus de bouteilles. Ça vient, je vais dire, naturellement. Et puis on propose aussi, on donne aussi la possibilité aux membres de la troupe, s'ils le souhaitent, de participer à des stages qui sont notamment organisés par la Fédération suisse des sociétés de théâtre amateurs, où on a fait notamment aussi ce printemps où certains des comédiens de la troupe ont participé à un stage d'impro qui était donné sur Genève, par exemple. Voilà, ça représente combien d'heures de travail ou de plaisir? Choisissez le mot. Alors là, on commence de toute façon à se réunir à partir... Donc on a novembre, on fait une trêve. En décembre, on se réunit de manière plus administrative. On fait le point d'un point de vue administratif et comptable. En janvier, on redistribue les textes et là, on se réunit pour mettre en place le choix des textes. Une fois par semaine à peu près, donc on commence à avoir une fréquence soutenue à partir de janvier chaque année et de 1 à 2 heures par semaine à partir de janvier. Février, confirmation des textes et début des répétitions, donc à la hauteur de 1 à 3 heures par semaine. C'est aussi une fréquence soutenue au niveau du rythme puisque vous avez plusieurs représentations sur plusieurs lieux. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On n'est pas... Même si on est une troupe de Saint-Cergue, on n'est pas des purs résidents de Saint-Cergue. Donc effectivement, depuis toujours, on se déplace. Ouais, est-ce que c'est plus facile d'amener les gens ailleurs ou que les gens viennent vous voir à Saint-Cergue? Est-ce que c'est plus facile d'aller justement à la rencontre du public ou est-ce que c'est plus facile à faire venir les gens vous voir à Saint-Cergue? Je dirais que c'est un peu les deux, mais probablement que c'est quand même plus facile d'aller à la rencontre de son public. C'est vrai que pour une troupe amateur, par exemple, faire venir des spectateurs depuis Genève ou depuis Neuchâtel ou depuis le Valais pour venir à Saint-Cergue pour assister à une pièce de théâtre amateur, sachant l'offre culturelle qui existe déjà dans ces différentes régions, c'est pas nécessairement évident. Donc c'est vrai qu'en se déplaçant, ça nous permet de toucher un public un peu dans ces différentes régions, même si, faut pas se mentir, l'essentiel de notre public, c'est quand même des fidèles et qui nous suivent depuis longtemps et qui nous amènent chaque année un peu plus de personnes par bouche à oreille, etc. Très bien. Pour terminer, Myriam, si je vous laisse le dernier mot, pour convaincre les gens de venir vous voir, vous leur dites quoi?
On va s'amuser. Nous, on s'amuse, alors vous aussi. Et ça fait C'est déjà... un très bon moment qui fait du bien. Et c'est un bol d'air. On rigole beaucoup. Une belle bulle, une belle parenthèse. Ouais. Apprendre et on se réjouit à voir les 7 et 8 octobre à la salle du Vallon de Saint-Cergue. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous à la maison. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. À demain.